Bonjour Jocelyn, ça me fait grand plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Bonjour Heidi, moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc toi, tu es le président de PLP International et comme par hasard, j'ai vu hier dans un bel article dans le journal que vous êtes en pleine expansion. Ah oui, on avait prévu de mettre l'article parce que tu venais me voir aujourd'hui. D'accord, c'est une excellente idée. Jocelyn, tu es dans une entreprise familiale et toi, tu es le président depuis combien de temps? Moi, en fait, je suis le président depuis 2001, mais j'étais directeur général depuis une dizaine d'années avant et j'avais toutes les fonctions et responsabilités du président sans avoir le titre. OK, Donc, en 2001, je suis devenu le président officiellement. directeur général. OK. Mais c'est une entreprise familiale de deuxième génération, puis moi, je suis ici depuis 1981. Donc, j'ai vécu tout le développement puis l'expansion de l'entreprise et notre venue dans l'industrie de la fabrication des nourritures pour chiens et chats. Donc, il y a peu de choses ici que je n'ai pas vu construire. Parce que 1981, c'est quand même 33 ans ou à peu près. OK. Donc, pourquoi je suis si inspirée pour vouloir vraiment faire une entrevue avec toi? Parce que j'ai eu la chance de t'entendre plusieurs reprises dire des choses qu'on n'entend pas très souvent venant d'un PDG en gestion. Alors, si je te demandais, c'est quoi ton style de gestion? C'est quoi ton style de leadership? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que je suis le contraire du one-man show. J'ai une gestion qui est collégiale, mais sans m'enlever mes responsabilités de prendre des décisions. C'est que je fais toujours un tour de table à savoir qu'est-ce que mes autres gestionnaires, ceux que j'appellerais ma garde rapprochée, comment ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent, mais je ne vais pas prendre une décision à la majorité. C'est que je m'inspire de ce qu'eux apportent en tant qu'information et je prends la décision que je dois prendre compte tenu de mon rôle de président de l'entreprise. Mais c'est une grande collégialité et ce qui fait que quand moi je suis pas là, mais ça roule pareil. Je suis pas le président non plus omniprésent. Je travaille à distance de plus en plus. Et puis, quand je suis pas là, puis si je suis en vacances, on ne me sollicite pas, on ne m'appelle pas parce qu'il y a des gens en place qui sont capables de prendre la même qualité de décision que je prendrais si j'étais là. Wow! Wow, ça répond déjà plus sur mes questions. Hein? Oui, mais ce qui arrive, c'est que moi, je veux pas avoir toute la pression. J'ai la responsabilité, mais je veux pas avoir toute la pression. Fait en ayant un style de gestion comme celui-là, ça m'enlève énormément de pression. Et puis, ça fait en sorte que tout ne repose pas sur une seule personne. Donc, c'est vraiment la délégation à son meilleur. Délégation, supervision, en s'assurant que les gens en dessous de moi, je n'aime pas dire en dessous, mais les gens les chefs des autres services, ont la compétence pour les prendre, ces décisions-là aussi. Quels sont les principes directeurs de cette approche de gestion? Si tu avais à m'en nommer 3-4 points. Je pense que les principes directeurs de gestion, on peut les décrire de la même façon qu'on nommerait nos valeurs d'entreprise, qu'on a travaillé beaucoup, on les a résumés, on en avait 8, on est devenu à 5, c'était plus clair. On a l'orientation client en premier, autant client externe que client externe, parce que si on veut que nos clients soient bien servis, il faut que d'un service à l'autre à l'interne, on se serve bien aussi, parce que la finalité, c'est toujours de bien servir le client. La rigueur, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, et de suivre les procédures. Et si on pense que la procédure doit être changée, c'est de demander à ce qu'elle soit changée, mais de la suivre jusqu'à temps qu'elle le soit. La collaboration, le plaisir, et le plaisir parce qu'on apprend dans le plaisir comme les enfants. Donc cette valeur-là est très importante, elle a toujours été ici. Et je dirais que ça nous a attiré beaucoup d'employés aussi quand ils vont sur le site Internet et qu'ils voient qu'on a la valeur plaisir dans notre liste de valeurs. Et finalement, l'ambition, c'est loin d'être péjoratif. On l'a vu péjorativement des fois quand on voit une personne qui a de l'ambition. Mais l'ambition, c'est de mieux faire, de viser l'excellence et de toujours être les meilleurs et de réussir. Donc, c'est une belle valeur. Principe directeur ou valeur, je pense que ça répondrait là, de cette façon-là. Ce que j'ai entendu, c'est un très grand souci de l'humain, de ta part. Un très grand souci et au-delà de ça, un souci presque spirituel de t'occuper de tes fonctions. Est-ce que j'exagère? Non, comment tu non, dirais, toi? non, t'exagères pas. Moi, je viens d'une autre école et puis j'étais rébarbatif à cette école-là de penser
que le personnel ou l'humain était jetable après usage. Pour moi, c'est les personnes qui font la différence dans le succès de l'entreprise. C'est la première ressource bien avant l'argent. Parce que l'argent peut venir d'un héritage, ça peut venir d'une subvention, elle peut venir d'un emprunt, elle peut venir des investisseurs, et on n'a encore rien fait avec cet argent-là. L'argent, au milieu d'une table, il ne se passera rien tant qu'il n'y a pas des humains autour de la table, des humains compétents qui vont avoir un projet et qui vont faire quelque chose avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment les personnes, les humains qui font le succès dans l'entreprise. Et j'ai eu la chance de donner une conférence il y a quelques mois, et puis c'était sur la mobilisation du personnel. Et ma conférence s'est appelée l'humain. Et puis, je me souviens que la dernière acétate, parce que j'avais dit tout ce qu'on faisait ici, puis tout ce qu'on avait développé depuis les 20 dernières années, dans ce sens-là. Puis ma dernière acétate, c'était le verbe aimer, en gros, sur l'écran. Et je disais, à la base, il faut les aimer, les personnes, parce qu'ils vont le sentir. Okay? Et puis, je disais que c'était le plus beau verbe de la langue française. Je disais aussi que le deuxième plus beau, c'était aider, parce que les humains veulent aider. Et quand on les met tous les deux dans la même phrase et qu'on dit à quelqu'un « j'aimerais que tu m'aides », c'est qu'on vient de reconnaître la compétence de cette personne-là à faire quelque chose que nous, on n'est peut-être pas habile à faire. Et ça crée de l'ouverture et des résultats extraordinaires. Et puis, même moi, j'ai dû remercier des gens parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place, au bon poste, et puis qu'on n'avait peut-être pas à leur offrir ce qui leur convenait, mais je les ai remerciés dans l'amour en leur disant aussi ce dans quoi je pense qu'ils excelleraient, mais qu'ici, on n'avait pas ça pour eux. Et puis, j'ai gardé des relations extraordinaires avec des gens qui ont travaillé ici, et dont certains qui ont dû quitter l'entreprise, et j'ai continué à garder des relations. Puis même, il y a une personne, la journée où je lui ai dit que ça ne faisait plus, après y avoir dit pendant un certain temps ce qu'il fallait changer, mais je voyais que j'étais contre nature. Ce que je lui demandais à cette personne-là, c'était contre nature. Dans le même entretien où je lui ai dit on va terminer notre route ici, comme ça, la personne m'a demandé de le coacher après, puis en me disant tu as vu le meilleur et le pire de moi, tu vas être la meilleure personne pour m'aider à me replacer dans quelque chose qui va me convenir. Fait que c'est. Et puis je pourrais en parler pendant des heures de temps, mais aussi une chose que je dis, puis que je pratique, c'est que quand je rencontre une personne, que la rencontre ait duré 30 secondes ou 20 minutes, faire en sorte que cette personne-là, quand elle quitte ce moment-là, qu'elle se sente meilleure, parce qu'elle a été appréciée pour ce qu'elle est, indépendamment des résultats, indépendamment de sa personnalité, que cette rencontre-là ait été significative, peu importe le temps qu'aura duré la rencontre. Et si chaque humain part avec ça en tête, à chaque fois qu'il y a une rencontre, une relation, ça va être extraordinaire. Est-ce que ça touche aussi ta façon de gérer les conflits, les différends, les manques, difficultés de performance ou comment tu deals avec ça? Parce que j'en parlais justement il y a quelques minutes avec un collègue, c'est de le mettre sur la table et de dire qu'il y a un malaise, et le malaise de le mettre sur la table entre deux personnes. Je vais mettre le malaise que j'ai sur la table. Il ne m'appartient pas uniquement parce que je l'ai mis sur la table, il est entre nous deux. Toi, est-ce que tu en as un malaise? Si oui ou non, qu'est-ce que tu fais? Comment tu reçois le mien? On fait quoi avec ça? C'est pas accusateur, c'est de dire j'ai un malaise avec telle situation. C'est plus facile avec certaines personnes, mais la méthode est la même pareil. Que ce soit plus facile ou moins facile, c'est la vérité, l'authenticité, et de le mettre. On ne peut pas longtemps faire semblant qu'il n'y en a pas. Parce que on va se rendre la vie difficile, on risque de se rendre malade, et l'autre personne aussi. On peut faire semblant pendant un certain temps. On ne peut pas faire semblant longtemps. Puis je les ai adressés de cette façon-là, et puis des fois des choses pas faciles, mais avec la conviction que ça va bien aller aussi. Moi, je vois toujours, avant de commencer une rencontre, une discussion, un meeting, même une présentation au client, je vois la fin. Je vois les gens heureux à la fin.
Donc, je visualise la fin de la rencontre. Donc, si la fin de la rencontre, j'ai la fin de l'histoire, ça va finir comme ça. Tout le monde va être souriant. Mais on va partir du début, puis on va arriver à la fin. Mais il va falloir qu'entre les deux, se soit passé quelque chose qui fasse en sorte que la fin va être heureuse. Peu importe ce qu'on a adressé. Puis, je veux dire, ça fonctionne. Ça fonctionne la plupart du temps. Est-ce qu'il y a du début à la fin, dans cet entre-deux-là, si tu avais à nommer 1, 2, 3 points là, non négociables, ça serait quoi? Mais je ne sais pas si c'est des points non négociables, mais entre les deux, là, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'écoute. Que j'ai beaucoup d'écoute. Parce que l'autre personne, elle a une autre vision, probablement. Puis moi, je n'ai que ma perception et ma réalité. L'autre personne a sa réalité aussi. Puis si je n'écoute pas sa réalité, je vais être en dehors de la trappe. Ça se peut qu'il y ait quelque chose aussi qui m'appartienne dans le fait que j'ai un malaise. Fait que, ce qui est entre les deux, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoute et qu'il n'y ait pas... Que mon chemin soit flexible. Que mon chemin entre les deux soit flexible. Parce que si j'ai tout écrit d'avance, le scénario de notre conversation, mais l'écoute ne sera pas là. Puis je vais revenir à mon scénario, peu importe ce qui va se passer. Mais c'est une valse, là. Parce que quand on adresse un point qui ne fonctionne pas, il y a une danse à deux, là. Fait qu'il faut que je laisse de la place pour ça. On ne peut pas danser sur papier, hein? Non. Non, puis on se trompe aussi. On se trompe. Sur papier, c'est que j'essaie de prévoir l'imprévisible. Puis il faut que j'aie de la place au non prévu, là. Même dans cette courte relation, conversation-là. Donc tu donnes beaucoup de place à l'autre et à la situation et à ta présence de faire comme surgir les solutions? Oui, mais il y a une question que je pose. Après avoir adressé une situation difficile, je commence par poser mon malaise, okay? L'impact que ça a sur moi. Okay? Après ça, je demande l'impact que ça a sur l'autre personne. Puis avant de demander à l'autre, maintenant, à quoi peux-tu t'engager? Mais avant de demander ça, je pose la question, moi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire de plus ou de différent là-dedans? Avant de demander, toi, tu vas faire quoi? Et souvent, les personnes, là, ils ne peuvent pas rien me demander de faire de différent parce que je l'ai fait déjà. Fait que ça arrive, les gens vont dire, non, je ne le vois pas, je pense que tu l'as déjà fait. OK? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu t'engages à faire de différent? Et quand on conclut sur un engagement, il faut prévoir un suivi. Okay? Et là, je dis, dans combien de temps on se reparle de ça? Parce que là, tu as des choses à faire. Tu as besoin de combien de temps pour les faire? Et puis, on se reparle dans combien de temps? Ça, c'est le modèle, je dirais, idéal. Ça arrive que la personne n'est pas capable de dire ce qu'elle va faire ou ce qu'elle peut faire. Fait qu'à ce moment-là, je lui demande de combien de temps elle a besoin pour réfléchir et me revenir avec un engagement, parce que ça se peut que ça ne se produise pas sur le champ. Là. La personne, moi, je savais ce que j'avais adressé. Des fois, la personne, elle ne sait pas ce que j'avais adressé à ce moment-là. Fait que si je la prends de court, je ne veux pas la prendre de court. Je vais y permettre d'avoir le temps d'y réfléchir et de revenir. Et quand les gens reviennent, normalement, ils ont aligné les bonnes choses à faire différemment. Est-ce que ça s'apprend, ça? Ça se pratique. Ça se pratique. Mais qu'est-ce que ça prend à la base? Est-ce que quelqu'un, mettons, qui stresse beaucoup par rapport aux finances, parce qu'on ne se leurra pas, une entreprise, elle a besoin d'assurer sa croissance, sa pérennité, et beaucoup de dirigeants sont stressés par rapport aux finances, hein, par rapport au profit. Et toi, tu es en train de dire que tu as un style de vie extrêmement humaniste et tu dis que c'est payant, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il y a une chose là, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité comme chef d'entreprise et je dirais avoir le minimum d'ego. L'ego, ça nous protège dans certaines situations, on en a tous un, mais quand on est en situation d'échange avec des collègues, il faut qu'on soit de même niveau. Là. Moi, je dis souvent aux gens, ne soyez ni supérieur à votre interlocuteur, ni inférieur à votre interlocuteur. Peu importe
à qui vous vous adressez. Et c'est la même chose que je joue ici, parce que là, on n'est pas sur de la hiérarchie, là. Donc, la hiérarchie, il faut la laisser de côté. Parce qu'on est sur des idées, puis la revendication des bonnes idées puis des bonnes solutions, là, elle n'appartient pas au plus haut gradé dans l'entreprise. Puis souvent, c'est bien le contraire. Elle va appartenir aux gens de la base qui, eux, ont le nez beaucoup plus près de nous, de l'action puis de l'opération. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont vécu, ou ce qu'ils ont subi ou ressenti, est beaucoup plus près de la réalité que ma lecture à moi qui est loin. Donc, mais pour répondre à la question simplement, là, je pense qu'il faut laisser tomber notre ego. Et moi, je ne revendique jamais la paternité d'une bonne idée. Parce que l'idée, dès qu'elle est mise sur la table, elle ne m'appartient plus. Elle appartient au groupe. Il faut aussi laisser place à l'erreur. Parce que s'il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y aura pas de risque. Les gens ne prendront pas de risque de faire les choses différemment ou de sortir des sentiers battus. Moi, je dis toujours qu'une erreur, on peut la faire la même une seule fois. Et si on apprend de l'erreur de l'autre en plus avant, ben on ne va même pas la faire cette fois-là. Mais on a droit à une erreur. J'aime beaucoup les gens qui reconnaissent leurs erreurs. Puis, au contraire, je déplore quand les gens camouflent et puis essaient de dire que c'est pas eux. L'erreur, elle appartient à la personne, selon moi. Le succès appartient au groupe. J'en ai fait des erreurs. Hein? Est-ce que ça s'apprend? Ben oui. Essai-erreur. Essai-erreur, j'ai dit des choses qui n'avaient pas d'allure, moi, dans ma carrière. Là. Puis j'ai dit des choses qui ont coûté cher aussi. Là. Je me suis... Comme le mot impossible. Bannir le mot impossible. On va trouver une solution. Peut-être pas celle-là. C'est difficile. Ce serait difficile d'accorder ça. Mais impossible, ça vient de finir. C'est fini. Impossible, c'est mort. Il ne se passe plus rien. À partir du moment qu'on a statué que c'était impossible, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'idées. Et ça m'est arrivé d'avoir dit impossible. Et ça, c'est un mot que j'ai essayé de bannir de mon vocabulaire. Est-ce que es-tu tombé dedans dès le début dans ce style de gestion avec beaucoup de considération, ou est-ce que c'est l'expérience de vie qui t'a amené à ça? Non, moi j'avais déjà la considération de l'humain, jeune. Par contre, quand je dis je viens d'une autre école, je me suis positionné contre l'école d'où je venais. Et j'ai essayé de justifier que ma façon à moi de voir l'humain, l'importance de l'humain dans l'organisation, était meilleure, mais ça a été difficile. Et puis, je me suis aperçu un jour qu'il y a plus qu'une école qui fonctionne, parce que l'autre école aussi fonctionne, va fonctionner pendant longtemps. Et pendant ces années-là où je me battais, je voulais que tout le monde adhère à mon école à moi. J'étais pas mieux que les autres qui avaient une autre école. Un jour, j'ai réalisé que des façons de gérer, des modèles de gestion, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a 10, il y en a 100, puis ils peuvent tous fonctionner. Par contre, moi, c'est le modèle que j'aime et que j'ai mis de l'avant, puis je me suis entouré des gens qui pouvaient adhérer à ce modèle-là. Puis un autre chef d'entreprise dans mon entreprise aurait fait de cette entreprise-là une entreprise différente. Parce qu'il faut que les gens aillent bien. Il faut que les gens aillent bien. C'est peut-être égoïste, parce que les gens qui vont bien, ils ont du succès. Puis si les gens qui ont du succès, l'entreprise va avoir du succès. Fait que il faut que les gens soient bien d'abord. Et s'il y a quelque chose qui les préoccupe au niveau personnel, c'est évident que ça va être ma priorité. Puis, je pense que les gens me le disent déjà, que j'ai de l'écoute. Et puis... c'est peut-être ce que je voudrais que les gens se rappellent aussi. Le caring, un côté caring. Hein? Prendre soin, oui. On dit souvent plus que ça. On dit, Jocelyn va toujours nous aider à trouver la solution. Et puis, je suis un référenceur, parce que les réponses, je ne les ai pas toutes. Mais je peux connaître quelqu'un qui va pouvoir avoir la réponse. Simon Allé, communique à la réception. Simon Allé, la réception. Donc, pour terminer, ça serait quoi ton mot de la fin?
Mon mot de la fin. Mon mot de la fin. Ben, je dirais merci, puis je dirais en souhaitant que chaque personne qui pourra voir ça voit son plein potentiel. Parce que les gens, parfois, ne le voient pas. Puis moi, j'aime être un allumeur de potentiel chez les gens. Ce serait ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, Jocelyn. Écoute, je trouve ça difficile d'arrêter. Là, je sens que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, tu m'as mise en appétit, puis je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes à t'entendre comme ça. Je l'espère. Mais merci. Alors, merci à toi.